Hello, bienvenue sur Prospect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir à construire une équipe outbound qui performe. Tout le monde dit aujourd'hui que l'outbound est mort, c'est normal, on est dans un contexte où les taux de décroché s'effondrent, où le nombre d'emails ouverts sont carrément inexistants, les prospects sont hyper sollicités, et donc on peut se poser la question si investir dans l'outbound est encore intéressant. On voit pas mal de boîtes qui notamment ont licencié beaucoup des SDA, mais on a aussi également des signes qui montrent que pour certaines boîtes, c'est le contraire ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai invité Éric Legloire, qui aide les entreprises B2B SaaS à multiplier leurs résultats outbound sans multiplier leur équipe. Sa conviction, lui, c'est qu'en 2026, la productivité est le vrai multiplicateur, pas juste le recrutement. Il accompagne des SaaS de 2 millions à 50 millions d'ARR, donc on est sur quelque chose de solide. Et il va partager aujourd'hui qu'est-ce qu'il construit avec eux. Il le fait déjà très bien dans sa newsletter Outbound Kitchen. Et donc là, aujourd'hui, je vais l'interroger sur comment on construit aujourd'hui une équipe outbound qui performe. Comment tu vas, Éric? Ça va et toi, Laetitia? Merci beaucoup pour l'invitation. Super, en fait, tu es déjà venu, t'es un habitué. Je te C'est la remercie de deuxième fois, revenir une là? deuxième fois. Ouais, c'est la deuxième fois. Après, c'est normal, il n'y a pas tant de ça de personnes en fait qui sont, en tout cas, moi je considère que tu es quelqu'un qui est hyper pointu sur le sujet de l'outbound, à la fois d'un point de vue très théorique et à la fois sur le point de vue pratique, parce que tu accompagnes des équipes, tu fais de la prospection toi-même, tu manages, et en même temps, tu as une vision à 360. Moi, en tout cas, je vous invite à aller regarder son contenu sur LinkedIn, parce que je pense que c'était un des meilleurs contenus que j'ai consommé en 2025. Donc vraiment, merci pour ça. Merci beaucoup. Euh, on va commencer déjà par le constat, je suis obligée de commencer par ça, le diagnostic, etc. On entend partout que l'outbound est mort. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est juste plus dur? Alors, c'est pas mort, c'est plus dur du coup. Et en fait, pour moi, le souci qu'il y a, c'est que tout ce que tu vois sur LinkedIn, c'est pas forcément vraiment la réalité. Parce que en fonction en fait de la personne qui te dit ce qui se passe sur le marché, généralement en fait, ça peut dire plusieurs choses hein, sur ce que la personne va partager. Mais pour moi, je vois, tu sais, il y a deux catégories de personnes qui partagent sur LinkedIn généralement qui disent ah le call call c'est mort, ah l'IA ça remplace les IA. Généralement, ces personnes-là, ils vendent une autre solution. Tu vois, enfin, il y a un truc caché derrière. Ils surfent sur la tendance Ouais. de. Ils ont peut-être quelques clients où le call call ça marche pas pour eux, donc et ils vendent une solution d'emailing. Ils vont pas te dire le contraire, tu vois. Donc il y a Hmm. il y a une chose. Et deux, après, il y a, on va dire, pour moi, il y a deux personnes que je vois sur LinkedIn qui partagent beaucoup de contenu en disant que les SDR, c'est mort et tout. Je pense à Jason Lemkin de SaaStr et à Adam Robinson de Airbnb, Mhm. qui pour moi, en fait, c'est un peu, je pense, limité dans le sens de Adam Robinson, lui, il est là pour maximiser son profit et son CA par nombre d'employés. Donc, il n'est pas du tout dans cette optique de scaler avec une équipe ou quoi. Donc, ce qu'il fait à son niveau, en fait, lui, il fait de l'outbound mais sans SDR. Donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et à côté, tu as Jason Lemkin qui, j'ai écouté dans un podcast il n'y a pas longtemps où il parlait qu'en fait, lui, comme c'est une boîte, c'est un média, son business, c'est pas un SaaS, et il galère à recruter à San Francisco, du coup. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Ils ont mis plein d'IA en fait pour remplacer la partie SDR. Donc, je pense qu'il faut, tu sais, faut faire attention en fait à ce que les gens disent, parce que si une personne, les SDR ou ils ont du mal à recruter et ils disent que ça fonctionne pas pour eux, je pense que c'est pas parce que pour eux ça fonctionne pas que ça va pas fonctionner pour d'autres personnes. Euh, et après, moi j'observe beaucoup les top boîtes en fait qui sont très bonnes en go-to-market et plus spécifiquement en outbound parce que pour en avoir aujourd'hui, enfin, je suis passé sur mon business, mais avant, je bossais pour les SaaS à temps complet. Maintenant, je bosse avec plusieurs SaaS en même temps. Et pour moi, en fait, je vois l'évolution depuis que j'ai commencé. C'est plus dur, c'est sûr, mais c'est pas mort. En fait, faut beaucoup plus d'efforts, faut plus de qualité, il faut plus d'expertise, on va dire, pour avoir euh, des résultats, en fait, on va dire aujourd'hui. Et ça, on va dire, c'est une observation, c'est pas juste mon opinion, je vois ce que font les meilleures boîtes et ces Bah meilleures boîtes, justement, elles recrutent plus de SDR. Donc, Justement, on va en parler. C'est pour ça que je voulais t'inviter, évidemment. Justement, on va parler de ça. Qu'est-ce que toi, tu observes sur le terrain? Qu'est-ce qui a vraiment changé, en fait, dans les faits?
Bah, en gros, si on parle juste de prospection, hein, et pas là de recruter ou pas, ce qui se passe sur la prospection, et ça, c'est des stats que je sors du livre de Jaco, le CEO de Winning by Design, Mhm. ils ont les stats, parce que moi, je t'avoue, j'ai pas ces stats-là, bah, et enfin, je vais commencer à traquer ça, mais les stats sur la prospection, en 2015, t'as envoyé 100 emails, t'avais une opportunité, donc le taux de conversion était de 1%, 2018, 200 emails pour avoir une opportunité, et en 2023, c'était 1000 emails pour avoir une opportunité. Donc en gros, tu as peut-être un taux de conversion qui est en train de descendre. Et à côté aussi, et si on parle du salaire, parce que juste des SDR, et on pourrait parler aussi de faire l'automatisation, mais bon, si on parle des salaires des SDR, bah, les salaires des SDR, ils ont, juste aux US, ils ont doublé entre 2015 et 2023. Quoi. Donc, ce qui veut dire que ton taux de conversion, il descend, tes salaires, ils augmentent, donc ton coût par meeting, en fait, il est en train d'augmenter. Donc, l'observation, bah, c'est que à la bande, ça devient plus cher, en fait. Et malheureusement, tu peux plus te permettre euh, de laisser ça, en fait, couler. Donc, c'est plus dur, mais c'est pas mort. Ok, bah c'est intéressant de dire ça. C'est peut-être qu'aussi il y a une force psychologique des gens de se dire que c'était peut-être un des canaux les moins chers en fait qui existait et que les Ouais. gens sont en mode genre bah en fait ça marche plus parce que maintenant il faut mettre de l'argent dedans, mettre beaucoup d'argent dedans. Donc il y a aussi ce truc-là. Euh, Il y a la partie call, tu vois, où on voit les Ouais. taux de décroché qui sont catastrophiques. Moi j'avais en fait genre fin 2025, les US c'était 5% et en France on était à 15%. Ouais. Honnêtement, pour suivre en live des sessions de call de commerciaux, je me rends compte qu'on n'est pas à 15%. Je pense qu'on est en dessous en France. Ah ouais, Ça ça a dépend descendu. évidemment Ah, des ok. targets, mais j'ai l'impression que ça a bien descendu fin d'année. Et donc ce chiffre, à mon avis, il est plus. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique en fait cette dégradation? Alors, et c'est pas juste sur le call call, je pense que c'est surtout les canaux. En fait, bah, c'est un peu comme ce qui s'est passé, c'est sur le marché de la publicité. En fait, tu as trop de sollicitations. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, tu as les prospects qui répondent moins à tes emails, en fait. Et si en plus tes emails, enfin, tes emails ou tes calls, ils sont pas bons, bah, en fait, les gens, ils vont les ignorer. Donc, c'est une saturation, en fait, des canaux. Et en fait, et en plus, depuis qu'il y a l'IA et depuis que t'as de plus en plus d'agences de prospection, en fait, ça m'étonne pas, tu sais, en fait, que ça tout réduise. Si on parle du téléphone spécifiquement, le taux d'appels, et encore, c'est même pas des appels commerciaux, hein, c'est juste du spam que tu reçois, c'est énorme. Donc, en gros, bah, en fait, les gens, ils décrochent moins à cause de ça. Et pareil pour les emails, en fait, c'est quand tu reçois. Moi, je sais pas combien d'emails de prospection tu reçois par jour, mais j'en reçois. Je suis pas, enfin, je suis tout seul et j'en reçois peut-être 3 ou Ouais, 4 genre par ça. jour. Donc, Ouais, c'est vrai. Ouais. et j'en reçois très rarement des bons. Donc, Ouais. bah, au bout d'un moment, en fait, tu vois, j'ai beau être euh, passionné de la prospection, je, je réponds rarement. Je réponds que aux SDR et tu sais, je leur donne tu sais, du feedback. Tu sais, si c'est des SDR parce que bah, j'ai bossé avec beaucoup de SDR, mais c'est tout quoi. Je réponds plus aux autres. Ouais, moi, c'est ce que je fais aussi quand je vois que c'est un SDR, je réponds. Quand je vois que c'est une agence, parce que tu peux le sentir, ça m'arrive Ouais. d'envoyer un message parce que je me dis que c'est peut-être le CEO qui va le regarder en mode vous êtes accompagné par qui? Va falloir la challenger ça. Euh, ok, très bien. Du coup, en fait, quand on avait parlé en off, on avait parlé de. Bon, aujourd'hui, nous, on est d'accord, pour ceux qui sont encore là, l'outbound, c'est pas mort, donc écoutez la suite. Sur, du coup, comment on fait pour avoir des résultats. On a parlé de la Mhm. partie recrutement. Notamment Ouais. sur le fait que ce qui marchait plus, c'est de recruter en fait des SDR juniors, ce qui était encore plus en France une pratique. C'était dans la carrière pass Ouais. du sales, c'était tu commences SDR et puis ensuite tu pourras peut-être avoir le privilège de closer des deals un jour. Du coup, on lui donnait 16 navigateurs, etc. Et on lui disait quoi? Mhm. Pourquoi ce modèle aujourd'hui est devenu pas tenable? Si on parle de vraiment une boîte qui se lance dans la bande, en fait, parce que bah, en fait, ça va dépendre déjà du profil des personnes qu'ils ont recrutées. Si c'est des juniors, bah, en fait, c'est en gros, en fait, pour moi, la problématique sur ça, et c'est même pas juste le profil de la personne, c'est
ce qui se passe, c'est qu'en fait, il délègue ça à quelqu'un qui l'a jamais fait. Donc déjà, ça commence mal. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas de responsable je sais plus comment tu dis en français. Ouais, enfin, c'est un responsable en fait de la bande. Et en fait, si tu réfléchis à ça, si tu le donnes à une personne qui en a jamais fait et en plus tu lui laisses la responsabilité, ben en fait, tu sais très bien que ça va pas marcher. Et donc, juste lui donner des outils et envoyer des templates, ça marchait avant. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'ai commencé. Hein. Tu vois, j'ai pas, ça marchait très bien parce que bah, c'était comme ça. Mais c'était en 2017, 2018. Donc, tu vois, ça a Ça changé. date. Ça date, donc tu peux plus en fait laisser ça. Enfin, je sais qu'en France, et c'est pas pour bâcher les entreprises en France sur ça, hein, mais je connaissais des potes qui recrutaient des stagiaires en fait pour faire ça et enfin, t'attends pas à avoir des résultats miracles si tu commences en fait. Ça marche. Enfin, ça marche plus. Peut-être avant ça marchait, mais plus maintenant. Et pour moi, le souci, en fait, le plus gros souci, c'est que c'est donner cette responsabilité à quelqu'un qui en a jamais fait. Alors que c'est, pour moi, en fait, quand tu commences spécifiquement, et là on parle même pas du stade où ça t'a des résultats et tu peux donner plus de responsabilité à quelqu'un d'autre, faut quelqu'un que ce soit, ça dépend de la taille de ta boîte, mais que ce soit le fondateur ou le CEO ou le head of sales, le responsable en fait. Et tu travailles avec quelqu'un qui peut avoir de l'expérience, mais sinon ça marchera pas. T'attends pas à ce que quelqu'un qui en a jamais fait, qui va découvrir tout seul, en fait, avoir des résultats. Ça Bah, marche c'est pas très... comme ça. bah, en tout cas, ça, c'est important en tout cas, c'est important d'être dit. Et puis, on parlera juste après, justement, de quel type de profil pour, justement, en Ouais, fait, les nouveaux enjeux d'aujourd'hui. Mais avant ça, tu m'as déjà un peu répondu sur. En fait, avant, on pouvait avoir des résultats avec des messages un peu moyens et du volume. oui, En gros, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de spam qui fait que les gens répondent pas. Il y a par contre une stat assez intéressante. Tu m'as dit que il y a eu plus 20% de SDR dans le monde en un oui, an. Alors que moi, ce que j'ai vu, c'est que des layoffs partout. Comment ouais, tu expliques en fait qu'il y a eu des layoffs partout euh, et en même temps ce côté 20% de plus? Qu'est-ce que ça dit en ouais. fait? Bah alors pour moi, en fait, ça montre que le marché, bah en fait, ce que tu vois sur LinkedIn et ce qui est la réalité, en fait, quand je te parlais d'observer, c'est ça ce que je fais, c'est je regarde ce qui se passe globalement et en fait le nombre de SDR augmente. Donc pour moi, ça veut dire une chose, c'est oui, peut-être il y a des boîtes qui virent leur SDR. Parce que je pense qu'ils n'ont pas réussi à les faire fonctionner et pour plein de différentes raisons, hein, et c'est pas juste ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle des SDR juniors. Mais pour moi, je pense qu'en fait, c'est que la bande aujourd'hui, c'est de plus en plus important en fait dans les boîtes parce que en fonction du secteur, de citer un SaaS, parce que il y a un truc que j'ai observé et qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont pas des SaaS en fait, qui ont des équipes SDR. Et j'ai Ouais. des banques dans la liste comment dire, j'ai trouvé une banque par exemple en Inde qui a 450 SDR, un truc comme ça. Tu vois, Hmm. j'avais jamais vu ça. J'ai fait ok, intéressant. Il y a T-Mobile, je crois que c'est une boîte allemande, qui pareil, qui ont 300 et quelques SDR. Et ça, c'est pas des secteurs SaaS, tu vois, c'est Ouais. vraiment Donc, il y a ça. Et pour moi, je pense qu'en fait, c'est surtout qu'en fait, c'est qu'ils comprennent bah, déjà quand ils comprennent que ça peut fonctionner, en fait, que c'est un avantage concurrentiel, en fait, d'avoir une équipe à bande, SDR, ou enfin même full cycle AI, hein, je parle pas juste SDR. Parce que si tu réfléchis à des marchés assez traditionnels, en fait, bah, la plupart en fait, des boîtes, elles attendent que leurs clients arrivent, alors que quand tu as une équipe qui fait de la prospection, bah, tu es proactif en fait, et tu peux contacter toutes tes boîtes qui rentrent dans ton ICP. Donc, tu t'arrives avant tes concurrents, même si c'est pas forcément le bon moment, mais au moins, tu vois, tu es plus proactif que tes concurrents. Et là c'est un exemple que j'ai avec un de mes clients. Ils sont dans un marché traditionnel et c'est les seuls à faire la prospection. Tu vois, alors, ils ont peut-être 5-6 concurrents, ils font que du marketing et ça s'arrête là. Et du coup, enfin, il y a ça. La deuxième chose, c'est même, je peux te donner, ça c'est des stats, c'est une boîte de VC, c'est Venture Capital et Private Equity, Inside Partners, je ne sais pas si tu les connais, Ouais. il y a Jeremy Donovan qui était chez Salesloft, qui est dans cette boîte-là maintenant, qui a partagé des stats de leur portfolio. Et sur les deux dernières années, euh, ben, en gros, ils ont interviewé 150 boîtes et les meilleures boîtes côté go-to-market, hein, on ne parle pas du reste, ils ont
investi dans leur équipe SDR et ils ont recruté plus de monde. Donc, pour moi, je pense qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un, c'est la plupart des boîtes qui font des layoffs, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner le modèle. Donc ça, c'est une chose. Et pour deux, les boîtes qui sont très bonnes en go-to-market et qui comprennent la demande, et ils investissent dedans parce que ils savent que ça fonctionne. Donc, Tu donnais des exemples de boîtes comme Ramp, Snowflake, ouais, pour ceux qui voudraient avoir c'est des gros morceaux, mais en fait, c'est important de voir en fait que souvent on se dit, on a un peu avoir l'impression que les boîtes qui sont hyper shiny, c'est bon, elles sont passées à autre chose, elles sont passées à du SDR avec de l'IA, et puis, enfin voilà. Et c'est intéressant de se dire qu'en fait, non, des boîtes qui aujourd'hui sont des références en termes de croissance sont des boîtes qui continuent à investir en fait dans la haute bande massivement, quoi. oui. Ah oui, parce qu'en plus, si on parle de Snowflake, eux, ils sont contre Amazon avec AWS et leur plateforme Redshift, contre Google avec BigQuery. Donc, ils sont contre des mastodontes, donc ils peuvent pas se permettre. Ils sont obligés d'investir dans leur go-to-market parce que un Snowflake à côté d'un Amazon ou d'un Google, c'est compliqué. Et là, en plus, ils ont Databricks aussi qui viennent juste de les dépasser en termes de revenus et de taille de boîte. Donc, il y a ça. Rippling, ils sont sur un marché des ressources humaines qui est super concurrentiel. Donc, tu peux pas être sur un marché comme ça et ne pas avoir une équipe outbound. Donc, et même, tu vois, c'est dans ce que je t'ai dit là sur les analyses des boîtes. En fait, le secteur où j'ai vu il y a le plus de SDR, c'est vraiment les équipes RH, pardon, les produits RH. Là, c'est là où il y a le plus d'investissement en outbound. Parce que c'est un marché super concurrentiel. Ouais. C'est là où j'avais ma boîte et je pense que ça m'étonne pas du coup. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant, en tout cas pour nos auditeurs, de se dire que en fait aujourd'hui, il faut suivre un petit peu ceux qui ont une bonne croissance. Et moi, ce que je note dans ce que tu racontes, c'est tous ceux en fait qui ont licencié ou tous ceux qui ont essayé de remplacer, parce que ça aussi, il y a eu ça, il y a des gens qui ont tout misé sur l'IA et qui ont réembauché ensuite derrière leur SDR. Ça existe. Donc tout ça, ça nous dit en fait que finalement, c'est pas le problème de la haute bande. Est-ce que ça marche ou pas? C'est le problème. Est-ce que tu sais faire ou pas? Et donc justement, on va parler de ça. Comment construire une équipe qui performe. Donc on va parler d'abord des people. Parce que c'est quand même la base. Notamment la question du recrutement. Donc on a parlé du profil junior, expérimenté. Bon, il y aura toujours des juniors. Et il y a peu d'expérimentés. En tout cas, surtout en France. Ça... Il y a une réputation, en fait, quand tu commences à... Je le sais, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de continuer parfois à faire de la prospection et tu as une espèce de regard des gens en mode genre, waouh, enfin, tu devrais plus faire ça, quoi, tu vois, genre, voilà. Donc, tu as un truc qui complexe beaucoup, tu vois, les personnes qui voudraient continuer à faire ça, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que tu as un vrai savoir-faire à un moment donné, à un certain stade. Comment tu arbitres, toi, entre junior et expérimenté quand tu montes une équipe ou quand tu décides de monter une équipe ou d'aider à monter une équipe? Ça dépend en fait de l'étape où ils en sont avec l'outbound. Et quand je dis outbound, parce que je veux bien préciser, je parle pas juste de la prospection, je parle vraiment de la maturité sur l'équipe, les process et les outils qu'ils ont en place. Parce que pour moi, c'est la plupart des gens en fait, ils réduisent l'outbound à juste la prospection. Et en fait, oui, la prospection, c'est le process, mais en fait derrière, en fait, t'as plein de choses qui sont en place. Et surtout en fait, si tu recrutes des personnes, c'est encore, enfin, ça rajoute de la complexité au sujet. Donc, si tu, en fait, pour moi, en fait, généralement, tu as plusieurs étapes. Quand tu veux commencer, c'est soit en fait, ils ont déjà en fait une équipe sales et ils dépendaient de l'inbound ou en fait, si c'est du produit, s'ils ont un funnel de PLG. Et des fois, en fait, ça commence. En fait, il y a le founder qui veut commencer à recruter et on passe sur de la borne. Et si on commence sur la bande, on n'a pas eu de résultat. Pour moi, on ne peut pas recruter de juniors à cette étape-là encore parce que c'est complexe, comme on en parlait tout à l'heure. Et en fait, tu as plein de points d'interrogation en fait, encore sur l'ICP parce que même si la boîte a dit qu'ils savent c'est quoi leur ICP, généralement, c'est brouillon encore. Donc, il y a ça qu'il faut bosser. Qu'est-ce que tu dis ? Comment dire, faut mettre en place plein de choses en fait. Les outils en fait ils sont pas en place généralement, donc peut-être tu vois, faut savoir faire tout ça. Tu peux pas juste prendre quelqu'un en fait qui va faire tout ça et en plus faire fonctionner les résultats, parce que faut mettre tout ça en place plus le faire, prendre des rendez-vous, et avoir des résultats, parce que et il y a ça. Donc en fait,
Si tu prends quelqu'un qui est junior, qui n'a pas d'expérience sur la prospection, qui doit apprendre tout ça, et qui n'a pas d'expérience sur ton marché, parce que là on n'a pas encore parlé des personas ou même juste du secteur dans lequel tu bosses, parce que si on parle de cybersécurité par exemple, la personne qui va essayer d'appeler un CISO, un directeur sécurité, et qui n'a pas d'expérience, ça va être drôle. Tu vois, enfin, ça va être compliqué. Donc, pour moi, en fait, le stade quand tu commences, il faut quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience quand même pour en fait aller plus vite sur la partie prospection, qui va apprendre aussi le persona peut-être s'il n'en a jamais fait, parce qu'il ne faut pas non plus être super exigeant parce que si tu veux un SDR qui a déjà fait de la prospection sur ton persona, je pense que c'est plus rapide que la personne apprenne le nouveau persona que la prospection, l'expérience de la prospection. Donc, et à ça. Les juniors, oui, tu peux en recruter, mais plus quand tu es déjà à une étape où tu as déjà du résultat, en fait. Et quand je dis du résultat, je parle de chiffre d'affaires. Je parle pas juste de prendre des rendez-vous. Hein. Et là, on parle ça peut prendre, suivant ton panier moyen et ton cycle de vente, ça peut prendre de 6 mois à 18 mois à avoir des résultats. Hein. On parle pas juste tu commences et dans 2 mois, tu as du résultat. Hein. Alors du coup, ouais, ça c'est intéressant parce que tu vois, moi je sais que typiquement tu peux avoir des boîtes qui vont se dire, voilà, on a testé, je sais pas, du cold call rapidement, on s'est rendu compte que ça mordait. Puis voilà, tu te rends compte que quand tu vas les accompagner un peu plus loin, ça mord plus du tout. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est intéressant de se dire en fait quand tu dis ça marche, il y a du chiffre d'affaires, ils ont déjà des résultats. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà un playbook? Tu vois, bien formalisé et qui nous permet de pouvoir savoir comment sont pris les rendez-vous, à quelle fréquence, pour chaque canal, c'est quoi les objectifs, enfin, c'est quoi les objectifs qu'on attend. Est-ce que ça, on en est à là pour recruter un junior? Non, parce que moi, je suis Ouais, en bah mode, ouais. ok, tu vois, on va au bout. Ou en fait, bon, même si on prend des rendez-vous et qu'on transforme, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. On a juste à mettre du cadre et ça pourrait marcher. Alors, formaliser, je pense que le playbook il sera jamais fini. De toute façon, hein, c'est un truc Ouais. qui s'améliore. Mais je pense que l'indicateur que tu peux utiliser pour savoir quand, en fait, c'est un bon moment pour commencer à prendre des personnes et recruter peut-être des gens un peu moins expérimentés, c'est quand ton premier recrutement ou ton deuxième recrutement, en fait, ils arrivent à avoir les mêmes résultats sur 3 mois, au moins à peu près. Donc, on parle et je parle pas de un ou d'un rendez-vous, bien sûr. Hein. Je parle si ta théorie, c'est qu'ils peuvent prendre 10 à 12 rendez-vous par mois. Et encore, je pense que ça dépend du marché et ça dépend si t'es en France. Enfin, ça d'autres critères. Mais si tu dis que cette personne, quand elle est productive, elle prend 12 rendez-vous et que sur les 3 derniers mois, elle a pris 12 rendez-vous en moyenne, là, tu sais que tu commences à avoir un playbook, un process qui peut être répété avec d'autres personnes. Donc ça, c'est une chose. 12 meetings par mois, est-ce que c'est le maximum que cette personne peut faire? Oui. Oui ou non? Et ça, je pense que tu parlais de productivité tout à l'heure, et pour moi aujourd'hui, c'est ce que je bosse beaucoup avec les boîtes, c'est avant de recruter une personne en plus, parce qu'en fait, si on parle de salaire, en fait, recruter, ça coûte beaucoup plus cher qu'augmenter les résultats d'une personne qui est déjà en place. Est-ce que 12 meetings, c'est le maximum que cette personne peut prendre? Et généralement, la réponse est non. C'est pas 12. Ça, c'est ton objectif que tu lui as donné, mais en étant réaliste, avec tout ce qui est mis en place aujourd'hui, ou les outils qu'il y a, ou même en termes de process, ce que tu peux mettre en place, il y a des boîtes comme Honor aux US qui arrivent à faire 40 rendez-vous par mois par BDR et ils sont à un taux de closing de 25% et ils sont entre 70 et 80 cas de chiffre d'affaires sourcés par BDR par mois. Et ce qui est énorme pour une équipe. Donc, je ne dis pas que tout le monde peut faire ça parce que même moi, les boîtes avec qui je bosse, on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Hein, mais eux, c'est à un niveau super élevé. Mais c'est juste pour montrer ce qui peut être fait. Quoi. Waouh, c'est incroyable. Du coup, en fait, je te remercie en tout cas pour cette data parce que ça permet en fait de réappuyer sur le fait que, en fait, quand tu fais les choses bien, ça marche bien. Pour moi, ce que j'ai l'impression, c'est que aussi l'équipe SDR, pour qu'elle fonctionne, il faut un bon manager en face. Ouais. Il y a des boîtes où c'est pas systématique, où tu as un head of SDR. J'en vois pas des milliers, tu vois. Je vois souvent, parfois, le head of sales qui va gérer à la fois les accounts exécutifs et à la fois les SDR. Ouais. Je parle vraiment plus pour les boîtes parce que qui sont un peu plus avancées, des boîtes en mid-market ou des grosses PME, etc. Et du coup, la question que je vais te poser, c'est, et même parfois, c'est carrément géré par les RevOps. Donc voilà. Du coup, toi, serait quoi le modèle? Est-ce qu'il faut absolument un head of SDR qui s'occupe en fait
exclusivement de ce truc-là. C'est quand même des sujets assez différents, le closing et la prospection. Ouais. Du coup, c'est quoi le modèle que tu préconises? Euh, Bah bien sûr, ça va dépendre de la taille de ton équipe, hein, parce que est-ce que tu prends un head of SDR pour deux SDR? Peut-être pas. C'est en fait le souci en fait qu'il va y avoir ici, c'est pas juste c'est quoi le meilleur modèle, c'est plus est-ce qu'il y a t'as une expertise en interne en fait sur ce sujet, c'est plus ça. Et là, on parlait enfin je parlais d'Honor, le CRO de Honor, c'est un ancien directeur de SDR, il gérait 50 SDR et il m'avait dit qu'il avait acheté, enfin c'était un des premiers acheteurs de Sezlov quand ça avait été lancé, donc c'était vraiment à l'époque quand je sais même pas Sezlov c'est à quel âge, mais pour donner Très le très contexte, bien. c'est pas c'est vieux déjà et c'est un des premiers clients de Sezloft et donc c'est quelqu'un qui est très on va dire investit beaucoup dans ses équipes et tout, mais lui c'est un CRO qui a un bagage outbound. En fait, c'est pas un CRO qui est passé, qui a fait, enfin, il est passé par, je crois, des rôles d'AE aussi, mais il comprend très bien l'outbound en fait. Et en fait, il a compris très rapidement en fait tout ce qu'il y a à mettre en place. Donc, pour moi, c'est vraiment plus quelqu'un qui a la casquette, l'expertise en fait. C'est pas, donc ça peut être le head of sales, bien sûr, mais ça peut être aussi un head of SDR aussi, c'est la personne qui devrait, enfin, pour moi, qui comprend très bien le rôle en fait, qui devrait gérer ça, et c'est pas forcément le head of SDR. Ok, très très bien. Du coup, on va passer au-delà des people sur la partie outils, parce que c'est la grande mode. Ouais, Tout ce qui est process et orchestration. J'en ai pas mal parlé ici, que le sujet principal des boîtes, c'était quand même pas mal l'orchestration. Ok, on a plein d'outils, on a l'IA, etc. On ouais. a plein de possibilités, mais qu'est-ce qu'on choisit, comment on choisit? Toi, tu insistes beaucoup sur un ordre précis, avant même de parler d'outils. Oui, Donc désolé pour ceux qui vont dire encore, mais on va ben parler oui, de ICP. ben oui. Mais ça commence là, En parce que gros, ça commence là, hein. pourquoi tant de boîtes font l'inverse, justement? Pourquoi tu penses que beaucoup de boîtes font l'inverse? Justement, de pas commencer à se dire, OK, je vais mettre peut-être 2 mois. Mais, Je le sais parce que tu vois, en ce moment, j'accompagne une boîte vraiment sur le closing, aller chercher les premiers clients, et je suis obligée de me battre pour essayer tu vois, de leur dire, attendez, venez, on perd 1 mois juste pour savoir qui on doit aller cibler. Et en fait, tu as euh, l'impression que les gens, ils veulent skipper rapidement en fait, cette partie-là. Ils vont trop vite et on se rend compte 6 mois, 1 an plus tard que c'est pas la méthode, c'est pas les outils, c'est pas le fait d'avoir fait de l'email, de LinkedIn ou du téléphone qui n'a pas marché. C'est à la base, il y a eu un trou dans la raquette. Pourquoi en fait les boîtes, elles font l'inverse? mais parce qu'elles savent pas que c'est important en fait, et elles comprennent pas en fait l'impact que ça a sur le reste du pipeline et du cycle de vente en fait. Parce que si tu parles pas avec la bonne entreprise, en fait, t'as beau l'avoir dans le pipeline, bah, ça sert à rien en fait. Et je peux te donner un exemple tout bête, hein, mais si tu réfléchis à que enfin, si on parle, et là on parle pas de détails exactement de qu'est-ce que c'est ton tier 1 ou ton tier 2. Si ton tier 1 t'as 25% de taux de closing et ton tier 2 t'as 5%, ben, tu peux essayer de prendre plein de rendez-vous avec des tiers 2, mais au final, et tu as juste 5% de win rate, enfin de taux de closing sur ces boîtes-là, tu peux en avoir plein, mais pour compenser en fait le taux qui est 5 fois moins élevé que l'autre, bah, il va falloir beaucoup de pipeline pour compenser ça. Donc, et pour moi, c'est juste un sujet de que bah, ils comprennent pas en fait tout l'impact que ça a en fait sur le reste de, du pipeline, tout simplement. Et c'est juste ils savent pas en fait, c'est tout. J'ai pas d'autres explications en fait. Ils pensent que c'est pas important alors que c'est la base en fait de tout. Et là, on parle même pas juste de prospection ou d'admin, hein. On parle vraiment de marketing. On parle des efforts qui peut être investis partout dans la stratégie go-to-market, hein. Ok. Et du coup, justement, comment tu aides généralement, toi, une entreprise, justement, une équipe, à définir son ICP et ses personas cibles? Ouais, bah Parce que les gens bien ont sûr toujours ça dépend. l'impression qu'on ne sait pas c'est quoi la méthode, quoi. Ben, ça dépend en fait beaucoup de la taille de ton équipe déjà, parce que ben, c'est sûr que si tu commences, je vais pas te dire, ça va pas être la même réponse, mais en gros, si tu commences avec une entreprise, ben, déjà ta liste de comptes, ça doit être 500 000 entreprises à peu près. Faut pas que ce soit 1 million d'entreprises. Tu vois déjà, enfin, si tu commences mal en fait. Donc, si tu commences en fait, je pense qu'il faut partir sur des hypothèses. Je peux pas te dire qu'est-ce qui va être la bonne réponse ou pas. Mais pour moi, vraiment, quand tu commences, faut réfléchir plus pardon, pardon pour les anglicismes,
parce que là, j'ai pas le mot en anglais, en français. Early adopters, les entreprises qui aiment bien les nouvelles technologies, par exemple, parce que tu as des entreprises, malheureusement, qui n'achèteront jamais de nouvelles technologies. Donc ça, c'est un premier critère à utiliser. Et je peux te donner des exemples. Je travaillais pour une entreprise qui vendait à des grands comptes en France et à l'étranger. Et tu vois, en fait, c'est pas parce qu'une entreprise, c'est un grand compte que c'est forcément une bonne entreprise à qui contacter. Donc, on vendait une solution technique, donc à des responsables data. Et en fait, un exemple tout bête, c'est quelle solution data ils utilisent. Et est-ce qu'ils utilisent Oracle, qui est une solution physique, ils ont des installations, ils ont leur serveur dans l'entreprise. Et à côté, tu as des solutions comme Snowflake, Databricks ou la seule que j'ai disais tout à l'heure, qui sont dans le cloud et qui sont des solutions plus en avance. Et tu fais tout bête, tu te focuses sur ça. En fait, ça te retire 80% du marché déjà. Parce que ça te dit en fait les entreprises qui sont plus en avance que d'autres en fait déjà. Et là, on parle juste pour des responsables data. Et ça, tu peux faire la même chose sur les équipes sales si tu veux. Est-ce que l'équipe elle utilise Outreach ou Salesloft? Tu vas faire des outils. Bon, mais encore Salesloft et Outreach, c'est peut-être plus forcément des nouvelles technologies. Mais pour moi, c'est toujours comme ça. C'est réfléchir déjà sur la partie. Est-ce que l'entreprise avec qui tu es en train de discuter, ils ont déjà acheté des nouvelles solutions dans les 5 dernières années, par exemple, et tu as plein de façons d'avoir ça aujourd'hui déjà. Donc, et ça, c'est quand tu commences. Parce que après, si tu as déjà des clients et tout, c'est pas la même stratégie. Je dirais déjà, faut analyser tes clients, analyser les calls déjà que vous avez eu, pourquoi ils ont acheté, et après en fait, c'est essayer de trouver des clients similaires. Mais pour moi aujourd'hui, sur la partie trouver des clients similaires, c'est beaucoup plus rapide qu'il y a quelques années, on va dire. C'est de comprendre qu'est-ce qu'ils ont les points communs. Et je ne parle pas du secteur activité ou de la taille de la boîte, généralement, qui est très basique, on va dire. On peut parler de... Je reviens sur la stack. Qu'est-ce qu'ils utilisent en stack? Par exemple, dans leur équipe sales, est-ce qu'ils ont des SDR, par exemple? Ça peut être une chose. Est-ce qu'ils ont sur leur site, ils ont quelle technologie marketing? Y a plein de points que tu peux utiliser pour dire est-ce que c'est une entreprise qu'on veut contacter ou pas. Donc voilà. Pour donner un exemple, la plupart des boîtes avec qui je discute, ils utilisent juste le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Des entreprises comme Snowflake qui est très en avance, pour moi c'est les plus en avance sur ce sujet, ils ont 140 points de données pour dire qu'est-ce qu'il y a un account dans l'ICP. Et Wow. on parle... Ouais. Ouais. Ah oui, c'est pas... Même moi, avec les clients avec qui je bosse, on n'a pas autant de trucs. C'est généralement entre 10 et 15 et pas plus. Parce que c'est déjà assez... Je dis pas que c'est complexe. Déjà, moi, par exemple, je sais que par exemple, sur un de mes personnages que j'ai vraiment saigné, je pense que j'étais à 10 caractéristiques, quoi. Peut-être 15 max, quoi. 140, c'est déjà bien. C'est énorme. Non, mais c'est déjà bien. Du coup, ça veut dire que tu as fait un travail de... C'est-à-dire que tu as fait un travail de malade mental de données. Et d'ailleurs, en fait, ça nous permet de pouvoir faire ce lien, justement, en disant, là, c'est bien parce que tu nous as donné les deux niveaux pour extrêmes. Son ASP, les deux extrêmes. Mais en gros, moi j'aime bien parce que là tu as parlé en fait de quand on a des clients, tu vois, parce que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, ils ont déjà pas mal de clients. Et en fait, justement, le truc un peu rapide que tu peux faire, c'est de te dire, je vais regarder les clients et je vais les regarder 3-4 caractéristiques. Et déjà, tu montres en fait que c'est pas assez. À quel moment, justement, les signaux qu'on appelle intent, etc., deviennent vraiment utiles, justement, en fait quand tu as tout ça en place, en fait. Quand tu as tout ça en place, parce que, en fait, pour moi, les signaux, c'est si ça te dit que tu as une boîte sur ton site qui ne rentre pas dans ton ICP, tu devrais même pas les contacter, par exemple. Parce que si on revient sur le sujet de... Tu réfléchis juste à ton taux de closing par rapport à ça, pourquoi tu les contactes? C'est pas parce qu'ils sont sur ton site qu'il faut contacter, c'est du bruit en fait. Donc pour moi l'ICP en fait ça te permet de bien cibler et d'être sûr que tes SDR ou tes AE passent du temps sur des comptes qui vont closer. Et c'est tout bête, mais là on parle même pas juste de ton taux de prise de rendez-vous, parce que oui tu peux prendre des rendez-vous avec des entreprises qui sont pas dans ton ICP, mais c'est une perte de temps pour ton SDR et pour ton AE au final. J'ai une question justement par rapport à ça, tu sais, en fait en réalité, généralement, là tu vois par exemple on a une année 2026, on a une équipe à outbound, elle a en fait
reprendre les clips au global, ils ont un nombre de targets qui peut aller ça dépend de ton table, mais ça peut aller de 200, 300, 400, 1000, 1500, etc. Bon, toi, tu es sur des marchés un peu plus américains, donc on est sur des volumes peut-être un peu plus importants. Aujourd'hui, justement, dans le fait qu'on dise que les cycles de vente s'allongent beaucoup, tu vois, comment tu vois justement cette distribution? Tu vois, il y a toujours cette question-là de comment tu construis tes lots, quoi. Tu vois, tu as ton premier lot de boîtes que tu Ouais. dispatches. Comment tu fais pour l'enrichir rapidement sans que les gens oublient la première liste? Est-ce que tu as des tips là-dedans? Je te la pose aussi à dessein parce qu'à chaque fois, moi aujourd'hui, historiquement, c'était plutôt bah, je veux que l'équipe elle ait ces 400 boîtes en fait qu'elle doit aller chercher Mhm. qui rentrent dans la SCP, qui pleut, qui vente. Je veux pas qu'elle aille regarder à droite, je veux pas qu'elle aille regarder à gauche. Mais en même Ouais. temps, tu as aussi un exercice qui peut être un piège parce que tu peux avoir un meilleur ICP, par exemple, que tu n'as pas forcément dégoté. Quand je dis un meilleur, un truc qui a changé dans ton Ouais. marché, qui fait que tu as peut-être une autre opportunité. Comment tu gères en fait cette complexité? Ouais, bah la SCP, c'est pas défini en fait, hein, ça évolue. Donc Mhm. déjà c'est la première chose. Et pareil sur la taille de ton marché, parce qu'en fait, mais ça sera pas défini par l'équipe sales. En fait, ça c'est vraiment plus défini par la stratégie. Donc c'est soit les fondateurs, soit le CEO, enfin les execs, plus la partie produit en fait, parce que en gros, je peux te donner des exemples concrets parce que je sais, on avait travaillé beaucoup ça chez Chili Piper et on vendait que à des SaaS qui utilisaient Salesforce et bah, du coup ça réduit la liste de comptes Mhm. sur lesquels on pouvait travailler. Donc bah, si on voulait augmenter la taille, pardon, on travaillait avec des SaaS qui avaient des équipes go-to-market et qui étaient sur Salesforce. Donc ça, c'est trois critères minimaux, on va dire. Et là, on parle même pas des critères ICP. Ça, c'était juste les critères minimaux qu'on avait besoin pour leur vendre. Euh, Si on voulait vendre à plus d'entreprises, eh ben, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Ben, c'était niveau produit en fait. Il fallait on change des choses sur le produit. Donc un, c'était des intégrations avec d'autres CRM. Donc l'intégration qu'on a ajoutée, c'était HubSpot. Donc ce qui veut dire, c'est on n'avait plus juste Salesforce. Maintenant, Ouais, là, on du coup, pouvait ça a travailler fait avec parce les que équipes C. on Ouais. a partagé avec Donc Econism, avec Charlotte, une étude sur le nombre de gens qui utilisent Salesforce et HubSpot. Et là, je pense que ça a multiplié ça vous avez dû faire x10 en fait en termes de taille de ta main tout d'un coup. bah, ouais. Bah, aux US, enfin, tu vas être surprise, mais aux US, elle est peut-être 95% des boîtes qui sont des SaaS assez avancées, c'est Salesforce, hein, le CRM. Hein, Oui, alors ça, c'est vrai que c'est pas... c'est vrai que c'est un peu l'inverse en France, c'est Ouais. plus ce spot. Et par contre, c'est le CAC 40 qui est beaucoup plus sur Salesforce. Ouais, effectivement. Yes. Ah ouais, non, mais c'est... ouais, mais pour moi, enfin, de toute façon, enfin, si tu vois une équipe go-to-market, la plupart des boîtes, c'était Salesforce et HubSpot. Ensuite, il y avait d'autres marchés, pas forcément SaaS, mais si tu réfléchis à des secteurs plus traditionnels, pardon, c'était plus du Microsoft Dynamics. T'avais Pipedrive aussi, mais c'était pas des... Ça rentrait pas dans... Même si on avait l'intégration, ça rentrait pas dans ton ICP, donc on n'a pas développé ces intégrations. Ok. D'accord. Donc c'est pour moi comment ça évolue. En fait, déjà il y a ça, il y a la partie produit, mais il y a aussi toujours être voir en fait ce qui se passe dans tes clients en fait. C'est parce que c'est pas en mode on a défini ça et c'est en fait faut voir est-ce que bah, Je sais, mais dans les tes faits, clients pour toi, qui doit le faire? Parce que dans la théorie, ah je suis mais complètement d'accord avec toi. ouais, Dans la pratique, ce que je vois souvent, c'est soit tu as un directeur commercial, un head of sales qui a la tête bien faite et qui dit hey, on pourrait faire du business là-dedans, et on lui dit tais-toi, et puis tu as un fight avec le marketing et on dit marketing et sales s'entendent pas. Soit en fait, t'as pas quelqu'un bah, qui est alerte dans le sales et t'as personne dans le marketing et donc du coup ça perd du business. Soit super scénario, t'as un guy du marketing qui fait vraiment son job, positionnement chaque année, qui va écouter tes calls, qui va savoir autant que toi comment vendre ton produit. Et là, tu peux avoir une chance. Mais soyons honnêtes, ouais, c'est 1% des boîtes. Peut-être pas aux États-Unis, mais en France en tout cas. ouais. Bah, pour répondre à ça, c'est pareil que tout à l'heure, qui de gère ça dans l'outbound, bah, là c'est qui? Bah, c'est la personne qui comprend le plus le sujet, et Ok. ça peut être le fondateur ou le head of sales. Pour moi, je pense que c'est un sujet assez complexe du coup parce que c'est pas juste en fait parce que Les RevOps, ils peuvent pas travailler sur ce sujet-là?
Non, mais en fait, du coup, je fais exprès, hein, désolé pour les auditeurs, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que je pense que ces questions organisationnelles sont hyper importantes, surtout dans plein de Ouais. boîtes, en fait, où il y a plein d'SDR, plein d'AE, il y a des RevOps, il y a parfois 5 RevOps dans une boîte, etc. Mais en fait, il n'y a jamais qui est responsable vraiment de quoi. Et tu vois, sur ces sujets-là, tu Bah, vois, on devrait dire qui est responsable de l'ICP dans chaque boîte. On devrait savoir qui est responsable de savoir si on a toujours un ICP à jour. Et je fais exprès de te poser la non, mais question c'est une sur le bonne. RevOps. Sur le RevOps, je fais exprès. Et pour moi, c'est pas, c'est pareil. En fait, c'est qui comprend plus le sujet plutôt que est-ce que c'est les RevOps qui doivent le faire. Parce que je peux donner un exemple. Là, vendredi, je parle avec une entreprise qui a 400 millions d'ARR et donc de chiffre d'affaires annuel récurrent. Et c'est le directeur SDR Europe avec qui je discute. Donc pour l'instant, c'est le premier call, mais tu vois, c'est pas le RevOps qui discute de ça. Et là, le sujet, c'est on est très bon sur le marché tech, SaaS. Maintenant, on veut commencer à attaquer à d'autres marchés. Et en gros, on veut analyser le potentiel du marché sur les secteurs un peu plus traditionnels. Donc pour moi, en fait, c'est plus une question de qui comprend et de c'est pas. Je pense pas que le sujet, ça doit être. Faut qu'on passe à côté, mais quand tu es sur des équipes assez en avance, en fait, ce qui se passe, c'est généralement tu as l'équipe core qui vont sur l'ICP principal, et en fait, tu vas avoir des équipes qui sont là pour expérimenter. Comme un peu au début en fait d'un SaaS, normalement les AE en fait, je sais pas, normalement, parce que je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais les AE quand ils arrivent au début, ils sont pas payés à la commission, ils sont payés normalement, ils ont pas de commission. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on sait pas c'est quoi l'ICP encore, le produit est pas assez développé pour comprendre plein de choses. Et ben là, c'est à peu près pareil, c'est t'as une équipe qui est plus là pour expérimenter sur des nouveaux comment dire secteurs industriels qui pourraient être intéressants à aller chercher. Et c'est plus des hypothèses en fait, parce que il y a les hypothèses et la réalité. Tu sais pas en fait jusqu'à commencer à comment dire, prendre des rendez-vous avec eux, discuter avec eux, parce que généralement quand tu attaques un nouveau marché, ton taux de closing va être beaucoup plus bas et donc ça marche. T'as pas des cas clients que tu peux présenter dans le même secteur, plein de choses comme ça. Ok, mais en tout cas, hyper intéressant. On est resté longtemps sur l'ICP, mais je pense que c'est important. Donc déjà, c'est intéressant Oui. en tout cas que vous checkiez. Non, mais vous checkez si vous êtes ok sur ce sujet, parce que quand on parle d'ICP, tout le monde dit ouais, attends, c'est évident, évidemment, parce que c'est la base. Tu vois, c'est comme t'as une offre, t'as une proposition de valeur, mais quand tu creuses et quand tu dois prendre ton téléphone et appeler et que tu poses la question, c'est quoi ta proposition de valeur, tu te rends compte que si tu dis ça au téléphone, ça Ouais. va pas marcher. Donc tu vois, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut être très très Et pointilleux. pour donner un exemple concret, parce que moi ce que j'aime pas sur l'ICP, c'est qu'on dit oui, il faut être plus pointilleux, mais par exemple, si tu vends, enfin comme on vendait chez Chili Pepper à des boîtes SaaS, ça c'est trop large en fait, c'est un secteur, mais c'est trop large. Est-ce que la boîte, ils sont bootstrap, donc déjà c'est une chose, on a la partie finance, est-ce ils ont des VC, ou c'est une boîte de private equity qui les donne, et on va dire les trois, ils vont avoir des problématiques différentes. Déjà ça commence avec Mm. ça. Euh, la taille de l'équipe sales, parce que est-ce qu'ils ont 5 SDR, 200 SDR? La complexité, la maturité de l'équipe va être différente. Est-ce qu'ils sont remote ou est-ce qu'ils sont dans des bureaux? Combien de bureaux ils ont? Il y a ça. C'est quoi leur persona? Parce que ça, t'as cybersécurité, RH, finance, go-to-market, enfin, tu as plein de Mhm. sous-trucs. C'est quoi? Est-ce qu'ils vendent à des PME, mid-market ou grands comptes? Pareil, ça rajoute plein de critères. Et en fait, juste en faisant ça, ça te rajoute plein de sous-segments en fait, auxquels tu peux penser. Et là, du coup, tu commences à avoir. Peut-être que dans le monde, je sais plus il y a combien de SaaS, mais pour Chili Pepper, il y avait peut-être 10 000 boîtes qui rentraient dans le critère. 10 000 boîtes, c'est pas assez segmenté. Bon, Donc, avec tout ça, en fait, ça te permet de donner plein de sous-segments en fait. ok, Et là, super. tu commences à parler vraiment d'ICP plus défini, on va dire. Super intéressant. En tout cas, c'est très clair parce que c'est bien illustré. J'aimerais qu'on passe à la partie. On reste sur la partie process orchestration. On va essayer d'accélérer un peu, mais voilà, là, j'en profite. J'ai Elric, donc pour poser Vas-y, pas mal vas-y. de questions. J'aimerais qu'on parle du multicanal. Aujourd'hui, en fait, on va Ouais. être honnête. Je trouve qu'en France, les gens, ils font pas vraiment du vrai multicanal. Ils font du multicanal un peu déguisé, où ils vont utiliser l'email pour dire bon bah on est là, on nous a vus, Ouais. et puis après tu vas passer un call. En tout cas, moi je trouve problématique, c'est pas du multicanal. Toi, tu dis que tous les canaux aujourd'hui fonctionnent, que ce soit le call, l'email, LinkedIn, mais qu'il faut plus vraiment miser sur un seul.
Mais en fait, pour moi, ok, ça je te rejoins, mais à quelle intensité? Là, tu Alors, souris. attends, non, mais je souris parce que je réfléchissais à comment j'allais répondre. Alors, ça dépend pareil de où t'en es avec ton équipe. Parce que si par exemple tu as un mec qui est très bon call calling, bah tu vas pas le faire envoyer des emails. Donc tu vois, enfin il y a plein de, tu sais, de Mm. nuances dans la réponse. Donc si tu commences et que le mec que tu as recruté ou la fille que tu as recruté, ils sont très bons en call calling, bah je vais pas les faire envoyer des emails. Tu vois, enfin, on va pas faire ça. Si on est plus en avance, oui, on va faire du multicanal. Et par contre, on met plein de choses en place pour les aider à parce que généralement les SDR ils sont bons sur il y en a qui sont plus bons dans des canaux que d'autres. La fréquence, en fait, ça dépend beaucoup en fait de est-ce que tu fais de la prospection pour les PME ou tu fais du grand compte parce que pour moi la réponse va être complètement Ouais, différente. complètement, ouais. Euh, Mais c'est parce important que qu'en les fait, grands effectivement, comptes, par exemple, ouais, c'est important que tu puisses donner un petit peu toi aujourd'hui. ouais, C'est moi qui va te guider, par exemple. Justement, ouais. on va prendre une boîte, on va prendre une boîte plutôt avancée, d'accord? Il y a des SDR, etc. Euh, Ils ciblent principalement, on va dire, des boîtes mid-market enterprise. Ça ne veut pas dire la même chose dans les différents pays, mais bon, en gros, ça permet de voir, en fait, on est sur plutôt des grands groupes. Le small business, je préfère le mettre de côté parce que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont une problématique, c'est de savoir, OK, comment j'arrive à aller choper des calls avec des gens qui vont pouvoir me payer plus, surtout dans une période en fait un peu de crise. Tu vas pas aller chercher Ouais. forcément des comptes avec un moins bon potentiel. Tu fais du multicanal, qu'est-ce que tu fais avec ces boîtes-là? Qu'est-ce que tu Euh, actives en fait? Qu'est-ce que tu actives en fait en plus en premier? Bah, là, par exemple, j'ai un exemple avec un client avec qui je bossais qui faisait que du call call. Donc, on a rajouté le multicanal parce que, bah, en fait, la réalité, c'est que c'est cool de faire du call calling, mais c'est que quand tu as un marché qui est très petit, par exemple, parce que pour eux, c'est très petit, et ben, si tu as 30% de on va dire, de tes prospections sur LinkedIn, mais qui ont, pardon, 30% qui sont sur LinkedIn et 30% de ceux qui sont sur LinkedIn, tu as leur téléphone. Mais tu fais quoi avec les 70% qui restent? Bah, tu peux pas Ouais. faire juste du call calling. Donc, il y a ça. En fait, on a rajouté en fait, un process en fait, où bah, on peut contacter toutes les boîtes, que ce soit si on a juste le LinkedIn, on n'a pas d'email et on n'a pas de téléphone, ou on a les trois. Et en gros, on a fait un mix de tout ça, mais en soi, le SDR, lui, il s'occupe du call calling et le reste, en fait, il est envoyé automatiquement pour eux. Ok, donc c'est un peu ça la question que je voulais te poser, c'est comment tu orchestres un petit peu ces canaux pour maximiser les chances justement de toucher un prospect. Tu as déjà répondu en disant attention, regardez le type de profil que vous avez, faites pas faire des emails ou du setting sur LinkedIn si vos guys sont bons sur un call call. Mais du coup, comment tu orchestres? Tu prends des gens en extérieur, en gros? Tu prends des gens qui sont vraiment très bons. Euh, Bah, alors, en fait, comme ton équipe est déjà en avance, non, tu prends des gens qui sont pas forcément bons dans tout. En fait, c'est pareil. Et c'est là, on peut prendre des juniors, en fait, parce que tu as déjà, tu sais, le playbook en place et tout, en fait. Donc, c'est plus, là, on parle vraiment de coaching et de formation. Donc, tu les fais monter en compétences, en fait. ok, Tu peux, tu peux mettre ça en place, enfin, tu peux les faire monter en compétences, en fait. Parce que si tu commences, on revient sur ce sujet de l'expérience. C'est pour ça que je te dis, la personne qui fait du call-call, bah, je vais les faire du call-call. On va s'occuper de ça. On va pas faire des choses que la personne ne sait pas faire. très clair. Toujours sur des parties en fait plus euh, plutôt, on avait parlé, tu disais que toi, le plus important, évidemment, bon, ça apparaît une évidence, mais pas toujours quand on reçoit, comme tu disais, Ouais. on reçoit les messages, la qualité du message. Euh, Toi, tu dis qu'aujourd'hui, ce qui va compter le plus, au-delà de l'ICP, au-delà de, voilà, c'est la qualité du message qui importe. Qu'est-ce qu'un bon message en 2026? Parce qu'on dit tous la même Ah, chose. mais, Sur LinkedIn, ouais. apporter de la valeur, personnaliser, soyez pertinent. Ok, mais guys, Non. dites-moi en Non, non. plus parce que voilà. Ben, en fait, ça découle de l'ICP. Enfin, c'est pour ça que je te disais que c'est l'importance de l'ICP. Parce que si je reviens sur l'exemple de Chili Pepper et on vend à une boîte qui vend à des restaurants, par exemple, eh ben, on va pas avoir le même message que si on vendait à une boîte qui fait de la cybersécurité. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes problématiques en termes de... une entreprise qui vend à des directeurs de sécurité,
ben, on sait qu'ils vont être plus sur du mid-market grand compte, que c'est plus compliqué de ce côté-là. Donc ton message, il va être adapté à leur problématique en fait de ce côté-là. Alors que sur du restaurant, ben, ça va être plus du volume, c'est de la PME. Quand tu es sur une équipe qui vend de la PME, il y a beaucoup d'automatisation à mettre en place. C'est moins... enfin, le message va dépendre en fait grâce à ton ICP en fait. C'est pour ça que ça commence Donc pour toi, par rapport à ça en fait. la partie copywriting n'est pas importante? Si, c'est important, mais en fait, ça découle de ton ICP. En fait, le message que tu s'adapte devrait s'adapter à ton ICP. Enfin, et là, on parle juste de l'ICP, on parle même pas de. Est-ce que tu as vu on parle même pas de signaux là encore. On parle juste parce que tu peux envoyer des messages spécifiques sans avoir des signaux. Hein. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc toi, en fait, tu es un peu team. En fait, ton message, à partir du moment où il est pertinent, il n'a pas besoin d'être personnalisé avec des signaux, avec des choses à côté, si tu maîtrises bien en fait les problématiques de tes clients, quoi. C'est toujours la même chose. Ben, on utilise en fait ce qu'on peut trouver en ligne, et là je parle pas de signaux spécifiquement, qui montrent qu'ils ont des problématiques en fait. Parce que par exemple, une entreprise qui vend à des restaurants, parce que je reviens sur le sujet, hein, pour que ce soit concret, pas juste un SaaS qui vend à des restaurants, et ben en fait, s'ils vendent à des PME, et on parle vraiment des personnes qui sont pas sur LinkedIn et tout, eux, ils ont besoin de volume en fait, parce que leur panier moyen il va être super bas, et les problématiques go-to-market qu'ils ont, c'est beaucoup de volume. Leur panier moyen, s'il est 10 000 euros de chiffre annuel, bah, on sait qu'eux, ils sont plus sur du volume, plus sur beaucoup d'automatisation. Sur la partie PME, les équipes SaaS, enfin les équipes, pardon, go-to-market sales, ils ont besoin de beaucoup d'automatisation. Et donc, tu vas plus te focus sur comment on peut automatiser ou aider ton équipe à automatiser plus de choses. Alors qu'une équipe qui vend du grand compte, l'automatisation, ça n'a pas forcément la première problématique qu'ils vont avoir. C'est important, mais c'est... Ouais, en plus, c'est ça. Donc, par contre, moi, je sais que la problématique, tu vois que on avait réussi à trouver un message pour les boîtes qui vendent à des rencontres, c'était la peur de louper un deal. Parce que si tu loupes Google quand ils étaient sur ton site, bah, c'est pas la même chose. Donc, alors que la boîte qui vend à une PME, s'ils loupent un deal, une PME, c'est pas forcément, c'est pas la même chose. Donc, donc c'est pour ça, là, je parlais de nuances de ce côté-là. Et là, si on parle de signaux, oui, les signaux, tu peux les citer dans ton message aussi. Mais, Ok, très clair. En fait, ça fait un bon pont, cette signaux, parce que signaux, ça veut dire juste avoir de la data de qualité, qui permet d'avoir des bases de données qui sont au-delà du secteur de la taille, ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça va être le dernier sujet en fait que je voulais aborder avec toi, c'est les outils et la stack. J'ai pas forcément envie qu'on se concentre sur les noms d'outils. Pourquoi? Parce que tout simplement demain ils peuvent changer. On a des outils qui étaient au top du top il y a même pas un an. Aujourd'hui ils vont disparaître. En tout cas ils sont beaucoup moins famous d'une certaine manière. La donnée d'abord, ça c'est ce que tu me dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour toi il faut investir d'abord dans de la data de qualité plutôt que d'abord sur des outils. Aujourd'hui. Comment on s'assure en fait justement de la qualité de la donnée, mais surtout combien ça coûte? Je sais que toi, c'est quelque chose que en fait, t'as chiffré en fait le fait d'avoir de la data. Désolé pour le terme pourri quoi. Ouais, bah c'est ça le terme. Alors comment tu fais? Bah en fait malheureusement. T'as pas d'autre solution que de tester. Est-ce que c'est vrai ou pas, la donnée? Et quand je parle de données, je vais te parler de données, de plusieurs sources de données, parce que c'est pas en mode... ça peut être les téléphones, déjà. Ça peut être les emails. Ça peut être les informations que tu as sur les entreprises, les signaux. Ou par exemple, le dernier en fait, que j'ai beaucoup testé depuis les 6 derniers mois, c'est ce que te trouve l'IA sur l'entreprise. Et pour moi, la qualité, en fait, ça passe sur tous ces critères-là. Et donc, ça peut être... le fournisseur, ça peut être j'ai oublié, pardon, sur les téléphones et les emails, si tu as 100 personnes, par exemple, l'outil que tu utilises, combien de téléphones ils ont sur les 100, si tu vois un DAF par exemple, si tu as 100 DAF sur ta liste, ton outil, combien de téléphones il peut te trouver sur les 100 DAF? Et ensuite, c'est la qualité, parce que c'est pas juste le taux en fait sur la liste, c'est combien de téléphones sont encore vrais, encore bons, pardon. Maintenant, tu as des outils qui permettent de valider ça plus rapidement, mais
généralement, ça se fait, c'est des tests que tu fais avec ton équipe et ça, il n'y a pas de solution que d'avoir un SDR ou un AE qui s'occupe de ça et qui te note à la main, te dire, ah, on a appelé tel numéro, c'est bon. Et parce que euh, c'est, il y a plein de modes en fait qui pensent, qui disent, ah oui, c'est quoi le meilleur outil? Non, c'est pas quoi le meilleur outil, c'est pour mon secteur d'activité, quel est le meilleur outil On revient qui toujours répond à à la l'ICP. problématique. Ouais. On revient toujours à Oui, l'ICP. C'est et c'est toujours. pour ça qu'aujourd'hui, tu as des solutions, on a dit qu'on parlait pas d'outils, mais qui sont spécifiques sur des marchés. Par exemple, au restaurant, aux Ouais. US, tu as des outils juste pour les restaurants, en fait, pour Mm. avoir le numéro de téléphone du propriétaire du restaurant. Mm. Et d'autres outils ne te le trouveront pas. Donc, Oui, tu as des outils aussi qui sont meilleurs dans certains territoires, certains pays, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai ouais, bien aimé ce que tu disais sur le fait de faire attention aux fournisseurs. Moi, aujourd'hui, j'ai cru péter une durite quand on a commencé à me donner de la data qui venait de Perplexity. Alors, je critique pas l'outil, hein, mais quand on me fait des ouais, plans de compte avec un outil comme celui-ci et qu'après tu vérifies à la fois le secteur et que bah, tu fais du call en réel et tu te rends compte qu'il y a un monde entre ça et que ça. Ça, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté ou tu as c'est, déjà vu ça. En fait, ah, c'est- aujourd'hui, les gens se disent que bah, l'IA est collée à Google et donc, du coup, c'est la vérité. C'est quoi ton retour d'expérience là-dedans? C'est pareil, c'est ah des bah tests? j'ai, ah bah j'ai fait des tests, hein. Et ces tests-là, je les ai faits, hein. Et là, bon, j'ai pas pu en faire depuis août, donc depuis août 2025, mais j'essaie de faire un peu tous les mois l'évolution des modèles Perplexity versus les autres, pour te dire lequel je trouve quali par rapport aux autres. Perplexity, c'était dans la moyenne, c'était pas dans le bas du tableau, c'était pas dans le haut du tableau. Je mesurais sur trois critères. Euh, le raisonnement déjà de l'IA. Deux, la puissance de est-ce que ça peut trouver sur plusieurs sources en même temps et pas juste 20 sources. Oui, c'est cool, Mhm. mais est-ce que c'est des sources intéressantes? Mhm. Et le dernier, est-ce que ça hallucine ou pas? Parce que comme tu disais, tu viens de dire Ouais. quelque chose d'important, surtout sur l'IA, là l'IA ça commence à devenir pas mal. Je lui fais plus confiance qu'il y a 6 mois déjà. Mais avant, ça hallucinait beaucoup. Donc, il faut aller faire gaffe à ça. Donc, c'était les trois critères sur lesquels je mesurais et Perplexity, c'était OK. On va dire, c'était pas dans le haut du tableau. Non, mais alors, du coup, moi, je le place comme ça pour savoir s'il y a des gens qui le font ou vous connaissez des gens qui le font. Faites attention parce qu'il y a de plus en plus de gens, quand on leur demande des études de marché, quand on leur demande de faire en fait une analyse, etc., qui pondent. En plus, ça se voit. Donc, franchement, je dis pas qu'il faut pas essayer de faire des tests. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. C'est faites-le sur une phase de test. Je ne dis pas de ne pas le faire. Ouais, Mais par contre, faites appeler un SDR derrière, ou en tout cas, faites des campagnes, de la user research, peu importe, mais pour vérifier la data, parce que bah, en fait, vous pouvez perdre un temps fou sur une target, tout ça parce que en fait, bah, l'IA a halluciné en disant oui, oui, en fait, voilà le top 4 d'ICP que tu devrais aller chercher par rapport à ce que tu es en train de vendre. Et en fait, on prend une direction qui n'est pas la bonne, quoi. et Donc c'est voilà. exactement ça. Et ça dépend du marché, du pays dans lequel tu vends, ça dépend des personnages auxquels tu contactes. Et nous, tu vois, chez Chili Pepper, on avait trois outils data, hein, et on n'en avait pas un, en fait, parce que tu avais un qui était très bon aux US, un qui était très bon en Europe. Donc, tu vois, et c'est pas une question de c'est qui le meilleur, en fait. Non, c'est juste que tu as des outils qui ont des limites. Malheureusement, sur le site, ils te diront jamais là où ils sont bons. Donc, c'est à toi de faire les tests. Et pour moi, si on parle data versus outils, parce qu'on ne parle pas des outils comme Sales ou Outreach, où on parle à plus de feature, capacité de ce que peut faire l'outil. Data, c'est plus la qualité de la data et le taux de coverage, je ne sais plus comment tu dis en français. Taux de couverture, quoi. Taux de couverture, ouais, ton taux de couverture sur ton marché, en fait. Mm. Bah, ce que tu disais, c'est Qui est que plus important. typiquement, parfois, il y a des fois où tu vas utiliser un outil et tu vas dire que c'est ton ICP. C'est pour ça que je trouve, bah, on va toujours revenir là-dessus. C'est-à-dire que parfois, tu vas dire, mais ok, sur mon personnage, j'arrive à avoir 3 numéros de téléphone, c'est un problème. Ou bien, je vais Ouais. avoir que Ah des bah ça téléphones. oui, bah, du coup là c'est un Voilà. problème. Ouais. Et donc, voilà. Donc, effectivement, faire des tests, absolument. On va arriver vers la dernière question. Je savais que ça allait durer plus d'une heure, notre échange, mais en tout cas, c'est très cool. Tu me parlais en off d'outils qui peuvent pas tourner tout seuls. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où en fait, tu vas avoir ton outil, parfois plusieurs outils de données.
Ouais. ton CRM qui va être le cœur, ton outil, j'en sais rien, je sais n'importe quoi, hein, ton outil qui va te faire des présentations hyper rapides avec de l'IA. Bref, plein de choses, etc. Et tout ça, faut savoir l'orchestrer, etc. À partir de Oui. quand il faut une ressource, à ton avis, dédiée, on appelle ça RevOps, GTM et Engineers, peu importe, pour maintenir cette stack-là? Alors, c'est une bonne question. Je pense que peut-être tu peux commencer avec des outils sans avoir quelqu'un déjà de base parce que tu as des marchés. Si on va dire si ton ICP est sur LinkedIn, tu peux utiliser des outils. Je peux dire des outils ou pas du coup ou pas Oui, Ou, oui, tu peux dire oui. les... tu peux dire les outils. Tu peux utiliser des outils comme Lemlist, Apple Market ou Apollo qui sont pour moi. Ils font tout en un en fait. T'es pas obligé tu sais, de bricoler et de tout intégrer. Là, t'as pas forcément besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça parce que si tes clients sont sur LinkedIn, ces outils-là sont bons là-dedans. Par contre, dès que tu commences à rentrer, tu sais, à vouloir ajouter des trucs un peu plus complexes, c'est sur les signaux plus spécifiques à ton marché. Tu veux, comment dire, de la donnée plus poussée, bah, c'est là qu'il va falloir commencer à prendre quelqu'un en externe. Donc, je pense que quand tu commences, t'as pas forcément besoin de quelqu'un. Donc, mais c'est quand tu commences à vouloir scaler, je pense, je dirais peut-être, allez, 5 commerciaux. À partir de 5 commerciaux, il te faut quelqu'un. En Ok. dessous de 5, je, je pense pas. Enfin, tu peux faire avec des outils comme ça, comme je disais, où oui, il faut de la maintenance, on va dire dans le sens, mais t'as pas besoin de bricoler en fait, autant de bricoler que sur des trucs plus avancés. Ok, hyper intéressant. Ma dernière question, peut-être que je te réinviterai pour ça quand l'IA sera beaucoup plus avancée, parce que je pense Ouais. qu'on est encore un peu prématuré, mais c'est bien de donner peut-être un peu des pistes. L'IA dans la outbound aujourd'hui. Je pense on a eu beaucoup d'annonces, on voit des workflows incroyables, etc. Euh, L'IA a remplacé les SDR, on voit des mèmes qui sont assez marrants qui montrent en fait, voilà. Euh, Aujourd'hui, pour une boîte normale, qui n'est pas Snowflake, Ramp, etc., qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec l'IA aujourd'hui? Et ben, On moi je est, peux te parler au je dis niveau. Ah ouais, je dis ouais, pour je les sais. auditeurs, Ah on ouais. est en janvier 2026, hein. Voilà. Et ben, tu peux déjà automatiser ta prospection avec de l'IA, et je parle pas de ce que tu vois sur LinkedIn. C'est parce que nous on a réussi. Enfin, moi je le fais déjà avec mes clients. En fait, j'en parle pas encore assez publiquement parce que j'aime bien tu sais, parler de certains sujets quand je les explore assez et montrer ce qu'on a mis en place. Mais là, pour un des clients avec qui je bosse, bah, en fait, ce que je te disais, les SDR, ils font le call call, mais en fait, les messages qu'on envoie sur LinkedIn ou par email, c'est de l'IA. Pour moi, la complexité avec l'IA aujourd'hui, et c'est pour ça que peut-être qu'avec des outils comme ceux que je viens de mentionner, Lemlist, Apollo, Apple Market, c'est basique dans ce sens-là. Je sais qu'ils ont de l'IA, mais c'est pas assez poussé pour moi de ce côté-là. Donc là, on commence, c'est pour ça que il faut un truc un peu plus avancé. Si tu veux, l'IA et des bons messages, parce que en fait, le souci de l'IA, c'est la connaissance en fait de ce que tu lui donnes. Et la plupart du temps, tu dis les gens qui disent les agents IA ça fonctionne pas, parce qu'en fait ça a pas la brique, la connaissance de ton produit, de ton marché. Et de ton CRM. Et je dis CRM parce que en fait, le client avec qui je bosse, en fait, ils ont déjà 4000 clients, entreprises. Et ben, en fait, je peux pas me permettre de envoyer des messages de prospection, en fait, juste comme si on leur a jamais discuté. La plupart des boîtes, ils ont déjà discuté avec eux. Donc, en fait, on a la brique euh, l'IA comprend ton marché, la brique accès à l'info de ton CRM, de toutes les conversations qu'il y a déjà eues, plus la brique qu'est-ce que c'est un bon email. Et il y a ça, plus en plus, tu vas rajouter la brique signaux, et ça, c'est encore en plus. C'est pour ça en fait que pour moi la plupart des messages que tu vois sur LinkedIn c'est pourri parce qu'en fait il y a pas tout ce côté en fait connaissance en fait que l'IA doit avoir et l'IA en fait ce que tu vois si c'est pas bon en fait c'est toi ce que tu lui as donné qui était pas bon en fait et là on arrive à commencer à avoir de plus en plus de enfin là j'ai pas le chiffre en tête mais ils ont pris des rendez-vous avec des boîtes qu'ils avaient jamais réussi à prendre des rendez-vous même au téléphone donc c'est juste, ça demande beaucoup de. Par contre, je ne vais pas te mentir, euh, j'en suis déjà à plus de 40 itérations sur les prompts qu'on utilise et tout, hein. Donc c'est pas juste en mode ah oui tiens tu mets ce prompt là et tiens vas-y tu vas prendre ce rendez-vous demain quoi. Non non, c'est beaucoup de travail mais je sais que
Peut-être aujourd'hui, c'est pas aussi simple que dans 6 mois ou dans un an à mettre en place, mais je sais que l'IA est déjà assez puissante pour commencer à avoir des résultats. Eh ben écoute, c'est une super bonne manière de finir. Ça permet en fait aux gens de pouvoir imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Je te réinviterai sûrement quand tu auras peut-être exploré au maximum en fait ce que tu es en train de mettre en place. Je pense que ce serait intéressant et en fait ça m'intéresse vraiment beaucoup et je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. On parle pas assez de l'apprentissage du CRM versus en fait ce qui se passe à l'extérieur. Mais une boîte, elle commence pas day one en mode je te parle de ma solution comme ça quoi. Donc je trouve ça hyper smart. Merci beaucoup pour tout ce partage. Où on peut te retrouver si les gens veulent te poser des questions, si les gens veulent regarder ton super contenu. C'est principalement LinkedIn. Ouais, bah, merci beaucoup déjà, Laetitia, encore pour l'invite. C'était super intéressant d'en discuter. Pour moi, c'est LinkedIn, je poste tous les jours et ensuite Substack, j'ai ma newsletter, donc Hardmode Kitchen, qui je partage, là, c'est 2 fois par semaine dessus et on va repasser à 3 fois par semaine dessus. Et LinkedIn, c'est assez court. Les formats, la newsletter, c'est plus long quand même en format. Donc, c'est un peu comme le podcast qu'on a fait aujourd'hui. C'est plus on rentre dans le vif du sujet, plus en détail. Ouais. Voilà. Donc, du coup, si vous voulez avoir en fait des use cases bien précis, vraiment allez le suivre. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi le podcast jusqu'à maintenant. Écoutez, n'hésitez pas à du coup nous mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao!